Allez, bonjour à tous, bonsoir. Donc on entre aujourd'hui dans, on va dire, dans le vif du sujet. La fois dernière, c'était encore une conférence introductive et j'ai balayé très largement tous les sujets du module travail. Et aujourd'hui, donc, le sujet qu'on va approfondir, c'est le travail comme fait humain, fait anthropologique. Ça veut dire quoi? Fait humain, on voit, et fait anthropologique, bon, c'est presque, c'est le terme un petit peu plus savant pour dire que fait anthropologique, c'est le propre de l'homme, c'est spécifique à l'homme, on va dire comme ça. Puisque je n'ai pas l'habitude d'employer, bien sûr, comme ça pour le plaisir, des mots savants. Alors, vous vous souvenez peut-être, en 2022, Fabien Roussel a replacé par une série d'interventions le thème du travail dans le débat public. Il l'a fait d'une manière assez spectaculaire et il y a eu une foule de réactions de la part de tous les bords politiques, de gauche, de droite, et parmi elles, peut-être vous souvenez-vous qu'il y a eu une réaction de Sandrine Rousseau, qui, je vais prendre que l'exemple des propos de la réaction de Sandrine Rousseau, parce que elle va me permettre d'enclencher mes propos et d'embrayer sur la suite de la conférence, où elle avait déclaré que le travail était une valeur de droite. Waouh! Bon, donc, oui, elle a dit ça. J'ai un peu oublié dans quel contexte exactement, peut-être dans une interview, valeur de droite. Donc, beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions qui se situaient, on va dire, à la louche entre soit la déprobation, la franche désapprobation, ou l'ironie désolée. Il y a beaucoup de gens qui suggéraient qu'elle avait peut-être raté une occasion de se taire. Bon, je vais dire pour commencer que cette question du travail, la valeur travail, le travail n'est ni une valeur de droite, ni une valeur de gauche. Il me vient tout de suite une idée pourquoi c'est justifié ce qu'elle dit dans un système de pensée. À droite, quelqu'un qui possède beaucoup de sous, qui a beaucoup de capital, il vote plutôt droite que gauche. Donc celui qui a beaucoup de sous, qui a envie d'exploiter les autres, va travailler un maximum. Donc dans ce sens-là, elle a raison, c'est plutôt une valeur de droite. Oui, mais alors, sauf que la façon dont elle l'a dit, c'était pour prendre le mot travail et le mot valeur dans un sens moral. Donc, le capitaliste dont tu parles, pour lui, le travail, c'est une valeur, mais c'est une valeur qui produit de la valeur. C'est pas une valeur morale, c'est une valeur pécuniaire, monétaire, plus exactement. Dans le catholicisme, c'est moral aussi. Hein. Dans le sueur de ton front, tu mérites... voilà, donc c'est moral aussi. Hein. Attention, hein, toi tu dérapes, tu es en train d'anticiper sur des propos que nous allons tenir. Hein. Attention, hein, ne commence pas. Hein. Il a lu le texte avant. Hein? Il a lu le texte avant. Oui, ils vont croire que tu as lu le texte avant. Hein. Après, il y a des patrons, quand ils prennent la retraite, comme le patron de Saint-Gobain, il a dit que toute sa vie, il a voté communiste. Et pourtant, c'est une multinationale, c'est les verts, c'est l'isolation, c'est... Il y a une chose que tu peux nous dire aussi, c'est Arbeit. Après, il peut l'avoir dit, mais pas l'avoir fait. Hein? Il peut l'avoir dit, mais pas l'avoir fait. Donc, mais il ne pouvait pas quand on a un poste de responsabilité. La schizophrénie, ça existe aussi. Elle dit que le travail est une valeur de droite et elle prend les choses donc du côté moral. Du côté moral. Alors, moi, ce que je commence par dire, ça, c'est que le travail n'est pas une valeur morale, ce n'est donc pas
une valeur de droite, ni de gauche non plus. Je vais commencer par dire, mais à la fin, je vais nuancer ce propos, je vais le moduler, même très sérieusement, mais je commence par dire que ce n'est pas une valeur, c'est tout simplement un fait, une réalité. Le travail, quand nous considérons des sociétés comment dire, à mémoire d'êtres humains ou à mémoire de la préhistoire ou à mémoire d'anthropologie, on va dire, hein, donc pas d'êtres humains mais d'anthropologie, eh bien toutes les sociétés connues, non pas directement mais via l'histoire, la préhistoire, l'anthropologie, l'archéologie, tout ce que vous voudrez, eh bien elles connaissaient le fait, la réalité du travail. Donc, et le travail, c'est ce qui est, ce qui doit être, on va le voir chemin faisant, donc, de ce point de vue-là, Sandrine Rousseau ne ciblait pas la question correctement. Dans cette conférence, donc, je vais m'attacher à argumenter la question de la valeur anthropologique du travail comme propre de l'homme, spécificité de l'être humain. Quand je dis l'homme, c'est l'être humain. Et le travail comme un phénomène, une réalité centrale pour l'être humain, à plusieurs titres, à plusieurs égards. Alors, première approche individuelle, personnelle du travail. Ensuite, je passerai à une approche plus collective en termes de rapport social. Le travail, c'est à la fois une réalité pour l'être humain, mais c'est aussi une réalité pour les groupes humains, pour les sociétés dans leur ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est un rapport social. Mais ça, c'est la deuxième partie, pas tout de suite. Donc, le rapport, le travail comme réalité, quelque chose qui relève des faits. C'est quelque chose, on va le dire encore autrement, qui ne peut pas ne pas être, qui doit être. Qui ne peut pas ne pas être, qui doit être. Toute forme de vie implique une activité pour tirer sa subsistance de l'environnement. Par exemple, dit Braverman, les plantes absorbent l'eau, les minéraux, les rayons solaires, les animaux. Les animaux se nourrissent de plantes ou d'autres animaux. Donc là, vous avez de l'activité. Des flux physiques, chimiques, enfin, je ne sais quoi, physico-chimiques, enfin, ne rentrons pas dans les détails, vous avez une activité naturelle. C'est pas du travail. Ce n'est pas du travail. Pas encore. Nous allons y venir au travail. Là, on a une activité physico-chimique pour l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait travail? Il faut, bien plus que ce qui vient d'être mentionné, il faut une activité, certes, mais qui transforme l'état naturel des matériaux pour les rendre plus utiles que ce qu'ils sont spontanément. Activité de transformation. Vas-y. Là. Alors, je reviens un petit peu. Alors, à cet égard, hein, je vais revenir sur Braverman. Braverman, on peut dire, de l'oiseau, du castor, de l'araignée, de l'abeille et de la termite, qui construisent des nids, des barrages, des toiles et des abris collectifs. On peut dire qu'ils travaillent. On peut dire qu'ils travaillent, on va dire qu'ils travaillent, parce qu'ils transforment leur environnement.
C'est ce que je disais il y a une demi-minute. Mais il s'agit là, dit Marx, d'une forme de travail qui n'est pas encore, dit-il, dépouillée de son mode purement instinctif. Et ce type de travail, eh bien ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est le travail humain. Et voici comment Marx le distingue du travail des animaux, ce que Hugues vient de citer, et la distinction qu'il fait entre ce travail des animaux et le travail humain. Nous supposons donc ici le travail sous une forme qui appartient exclusivement à l'homme. Une araignée accomplit des opérations qui s'apparentent à celles du tisserand, et une abeille en remonte à la main d'un architecte, et l'architecte humain dans la construction de ses cellules. Mais ce qui distingue d'emblée le plus mauvais architecte de la meilleure abeille, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la cire. Le résultat auquel aboutit le processus de travail était déjà au commencement dans l'imagination du travailleur, existait donc déjà en idée. Non pas qu'il effectue simplement une modification sous la forme de la réalité naturelle, il y réalise en même temps la fin propre qu'il vise, qu'il connaît, qui détermine comme une loi la modalité de son action et à laquelle il doit subordonner sa volonté. Et cette soumission n'est pas un acte isolé et singulier. Outre l'effort des organes au travail, il faut une volonté conforme à cette fin, s'exprimant dans une attention soutenue pendant toute la durée du travail, d'autant plus indispensable que celui-ci enthousiasme moins le travailleur par son contenu propre et son mode d'exécution, qu'il peut donc moins en jouir comme du jeu et de ses propres forces physiques et intellectuelles. En parlant avec Daniel, je disais aussi qu'il y a quand même la grande différence qui peut exister entre l'animal et l'humain, c'est que l'humain n'est pas encore programmé, tandis que l'animal est programmé. Les abeilles, elles ont leurs reines, elles sont ouvertes, mais les humains, pas du tout. Ils ne sont pas préparés à ça du tout. Par contre, ils vont être guidés par le langage et le discours. Et c'est comme ça que l'humain va être beaucoup trahi. Si je puis dire. Oui, parce que le langage... Oui, vas-y. Je me demande par rapport au critère qui est la transformation. Un ouvrier qui travaille dans une serre et qui ramasse des tomates dans le mettre dans des cagettes, il travaille, mais il ne transforme rien. Oui, mais il intervient sur l'un des objets du process. Ce que je veux dire, il ne transforme rien, donc ce n'est pas forcément un critère qui est utilisable partout. C'est pour ça qu'il va falloir passer à la deuxième partie, où expliquer que le travail, c'est un rapport social, où il y a des collectifs de travail, ça c'est pour la relation entre les travailleurs, et où il y a aussi le rapport social également avec le patron, le capitaliste. Voilà, donc bien sûr, mais on va, disons, au stade où nous en sommes, on va considérer que le travailleur, il intervient sur les objets qui font partie du process, qui sont manipulés au cours du process, et les bouger, les mettre de là à là pour qu'ils fassent ensuite l'objet de je ne sais trop quelle opération. Et il n'y a pas, il faut que quelqu'un le fasse. Bien sûr. Oui, mais alors, qu'en est-il des villages à l'époque où les individus se rassemblaient pour construire des cabanes, des huttes, ou alors qui partaient à la pêche? Et ils partageaient le butin, et ils partageaient aussi le fait de travailler pour les uns et les autres en construisant des huttes. Oui. C'était du travail. Donc ça, c'est du travail, et c'est un travail, là, sous-entendu qu'il s'inscrit dans le cadre de sociétés peu développées, disons, sociétés pré-capitalistes, voire en société antique, par exemple, ou même avant. Donc, c'est du travail. Il y a une transformation
de la nature, il y a un rapport avec la nature, il y a une transformation des objets, il y a des outils, il y a une coordination qui est assurée par quelqu'un, il y a un résultat, et peut-être, alors là je parle pas, là je ne pense pas à un abri, à une habitation, mais je pense plutôt peut-être à la chasse ou à la pêche. S'agissant de la chasse ou de la pêche, eh bien là il faut que les gens aient une procédure de partage. Bien. Donc tout ça, c'est du travail. On peut le qualifier de collectif. Hein, on peut le qualifier de collectif. On peut peut-être le qualifier de gratuit à un certain niveau, à un premier niveau, disons. C'est-à-dire qu'il n'y a sans doute pas de rémunération des participants. Alors il y a juste le partage du résultat à la fin. Ça s'assimile, hein, c'est pas très loin, c'est pas très loin. Mais ne parlons pas de rémunération. Ça, ce serait un contresens. Donc il faut retirer le mot rémunération. Je crois qu'il faut juste garder la notion de partage. De partage, sans doute, sans aucun doute, avec des procédures rituelles, etc. Hein, à mon avis. Bon. Mais c'est du travail, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Mais on n'est pas, il faut surtout pas essayer de faire un parallèle avec le capitalisme, etc. Ah, pas du tout. Voilà, c'est ça. C'est vraiment trop dommage. Même pas avec l'esclavage et le servage. Mais il y a un exemple aujourd'hui, moi je suis témoin, par exemple en Guyane, il y a les Amérindiens, collectivement, et il y a un chef qui, puisqu'ils font partie de la France, qui devient maire, il a le pannet rouge et l'écharpe bleu-blanc-rouge, quoi, hein. Et c'est collectif, la chasse, la pêche, et ils construisent des petits villages, voilà. Alors après, il y a une question qu'il faut poser, mais là on ne sait pas, on ne connaît pas la réponse, c'est les sociétés dont nous parlons, est-ce qu'elles connaissent la propriété ou pas? Ça c'est très important, parce que... Elle est souvent collective. Hein? Elle est souvent collective, elle aussi. Alors, elle peut être collective. Elle a d'ailleurs été, il faut le remarquer au passage, collective jusqu'à des temps très, très, très récents. Actuel, je peux témoigner par exemple des Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Encore maintenant. Qui aujourd'hui, dans les tribus, ont une vision collective de partage. Lorsqu'ils vont à la chasse, ils y vont à plusieurs, et ils chassent pour la tribu. Aucun bien ne leur appartient en propre, tout appartient à la tribu. Il n'y a pas de propriété. Il n'y a pas de propriété privée. Un exemple de ce que j'ai vu là quand j'étais en Guyane, Macron a donné l'autorisation de mettre des panneaux solaires dans la forêt, à 20 km d'un village amérindien. Alors eux, il y a des manifs, on a envoyé les gendarmes et tout, parce qu'ils n'ont pas de titre de propriété. Mais eux, ils disent, mais nous, depuis des siècles et des siècles, on est chez nous. Bien sûr. Hein, dans la jungle. Et en plus, elle est protégée, normalement. Bien sûr. Bon, c'est important la propriété parce que, et aussi la notion de... Alors là, on est resté sur la notion de partage. Il faudrait aussi ajouter prudemment la notion de surplus économique. Bon, chasse et pêche, on va dire non. Techniquement, ça ne s'y prête pas. Encore que on peut stocker avec de la saumure, enfin... Bref, j'y connais rien. En boucane, hein, avec les fumées, les conserves. c'est ça, c'est ça. Voilà, on peut stocker. Bon, mais combien de temps, je ne sais pas trop. La chasse, ça peut se stocker peut-être un peu mieux, le gibier, bon. Mais bon, je vais prendre l'exemple des céréales plutôt. Hein. Les céréales, donc, quand il y a un surplus, il y a un stockage. Je vous renvoie à Ernest Mandel là-dessus, qui est génial et qui fait une très très belle, a écrit une très très belle histoire en 4 volumes de l'économie, hein, une histoire de l'économie, mais dans une optique marxiste. Et donc ce que je vous cite là, c'est évidemment de mémoire, mais dans
Blondel explique que par rapport aux céréales, il prend l'exemple des céréales, eh bien, si les circonstances sont telles qu'il y a un surplus, que la collectivité ne consomme pas tout, elle va donc stocker quelque chose, et c'est là où se pose la question de la propriété. Si la société en question est arrivée au stade de la propriété, où elle connaît la propriété, ah ben là, il va y avoir des gens qui vont se spécialiser dans le stockage, qui vont d'une manière ou d'une autre se débrouiller finement ou grossièrement, c'est-à-dire par rapine et confiscation, qui vont se débrouiller pour devenir propriétaires, et là s'enclenche un processus qui prend des années, des dizaines et des centaines d'années, où se constitue une caste, une classe, une caste, on va dire caste, qui est propriétaire des céréales, propriétaire d'installations ad hoc, etc., etc. Et puis de propriétaire à représentant politique, eh bien, il n'y a jamais loin. Hein, de propriétaire à État, il n'y a jamais loin. L'État apparaît dès que la société comprend en elle, à un certain degré, à un certain niveau, substantiellement, disons, concrètement, un certain niveau de propriétaire, de réalité de la propriété, et là apparaît très vite l'État. Bien, Pardon, du coup, oui, je m'interroge vraiment, est-ce que la notion de travail, au sens où on l'entend aujourd'hui, ne naît pas avec la propriété? Au sens où on l'entend aujourd'hui, non. Elle naît, le travail, elle naît avec la division sociale du travail qui s'installe progressivement. Division sociale, et puis ensuite, qui va se rajouter la division technique. Et c'est bien après, pendant jusque le Moyen-Âge, hein, et même les débuts du capitalisme, c'est la division sociale qui l'emporte très largement. Je vais y venir dans la deuxième partie. Hein, donc, on va définir division sociale, division technique. Donc, mon sujet, c'est le travail humain, qui est un fait, je le répète, omniprésent, entêtant, obsédant, envoûtant, captivant. Chacun peut y aller de son qualificatif, déprimant ou passionnant. Chacun peut y aller de son qualificatif. C'est une réalité ni spécialement masculine, ni spécialement féminine. C'est une réalité de tout temps et de tout lieu, à partir du moment où on sort de procédures qui sont, je reprends les mots de Marx, qui sont instinctives, comme les animaux. À partir du moment où on entre dans un processus de transformation qui est instrumenté, outillé, organisé, etc. Oui, c'est un processus, c'est un projet en fait. C'est un projet. Je pensais tout à l'heure, à travers ce que vous disiez, à la roche de Solutré. Il y a tout un travail archéologique qui montre que sur cette roche, après il y a un gros précipice, hein, la roche elle est comme ça, puis après... Bon. Et au temps préhistorique, les gens qui habitaient là, ils se débrouillaient de rassembler tous les animaux sauvages qu'il pouvait y avoir, et ça devait pulluler, leur faire peur, les guider vers le précipice, et bang, ils tombaient, et résultat, ils avaient miam miam, ils mangeaient davantage. Voilà. Donc c'est du travail. Hein. Donc là, c'est relativement typique quand même. Là, on a une organisation, il y a des chefs, il y a des rabatteurs, il y a des machins, des trucs, enfin bref, tout le monde s'y met avec son rôle.
Oui. Et Et le projet, c'était de mieux manger. et le projet, c'est de mieux manger. Alors maintenant, Et est-ce après, que une fois qu'ils avaient tout remonté, est-ce qu'il y a tout le monde de manger à sa faim on n'en sait rien, là, je sais pas, mais... Ça donnait envie de recommencer. Voilà. Donc, retenons pour le moment, pas de société sans travail humain, sous-entendu, je vais plutôt dire sans travail par la suite, hein, mais quand je dis sans travail, c'est sans travail humain. C'est un mot valise quand même. C'est Parce une... que, ouais, c'est- ouais. il y a ça, si vous me permettez juste ça, parce que le travail, c'est le travail. Hein. Et par exemple, hein, c'est la polysémie qui est extraordinaire. Il y a toujours, il faut quand même qu'il y ait un autre élément derrière. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Et elle travaille beaucoup, la chérie, autrement dit, elle ne fout rien. Hein. Il y a plein de choses à faire. Alors, Je ne sais pas pourquoi j'ai pris je fais faire la même chose. Le mec, là, il fait semblant, je peux le faire aussi. Hein. Mais ce que tu mais en dis fait, il y a là, ça, oui, ce voilà. que tu dis là, ça explique pourquoi Marx, dans le Capital, il ne fait pas un usage surabondant du mot travail, il l'utilise bien entendu, mais pas tant que ça finalement. Marx préfère parler de production matérielle. Pareil pour Marx, hein. Arbeit. Hein. Arbeit, c'est quand même pas la même chose. Alors, ça ne fait pas toujours frei. Hein. Arbeit, frei. Bien sûr. Donc Marx parle plutôt de production matérielle. Voilà, oui. En tout cas, c'est une formule qui revient plus souvent que travail dans le Capital. Dans le Capital. Je vous présenterai, je vous commenterai dans 15 jours ou dans 3 semaines, je ne sais plus, les manuscrits de 1844. Ça, c'est autre chose. C'est 20 ans avant. Et donc là, Marx n'a pas tout à fait le même rapport avec le concept de travail. Donc, pas de société sans travail, c'est une réalité anthropologique. Et même pendant, pas de travail, mais je veux dire, même pendant une semaine, même pendant un jour, même pendant 1 heure. Imaginez un petit peu que dans ce pays, prenez n'importe quel ressort territorial, pays, la terre entière, peu importe, mais vous prenez n'importe quel ressort territorial et le travail s'arrête 1 heure. Eh non, ça ne le fait pas. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est impossible, c'est la débandade, la désorganisation immédiate. Ça ralentit pendant le Covid. Oui, ça a ralenti pendant le Covid. C'est d'ailleurs un problème puisque ça a permis des prises de conscience extraordinaires. Bon, ça a ralenti, mais ça ne s'est pas arrêté. Il y a tout un tas de corporations qui étaient astreintes et les industries alimentaires, enfin bref. Et voilà. les soignants. Les aides-soignantes, ça a ralenti, mais ça ne s'est pas du tout arrêté. Alors Marx a abordé la question du travail aussi. Là, on a surtout cité le Capital, mais il l'a aussi abordé dans l'idéologie allemande, en 45-46. Il dit, par exemple, dans l'idéologie allemande... Font partie de la vie, surtout le fait de boire et de manger, le logement, les vêtements et quelques autres choses. Le premier acte historique est donc l'engendrement des moyens de satisfaire ses besoins, la production de la vie matérielle elle-même, et c'est là un acte historique, une condition fondamentale de toute histoire qui doit nécessairement être remplie aussi bien aujourd'hui qu'il y a des millénaires, chaque jour et à chaque heure, afin simplement de maintenir les hommes en vie. Voilà. On reviendra sur des extraits comme ça lorsque je ferai la conférence sur la conception matérialiste de l'histoire, forcément que je vais une nouvelle fois revenir sur le travail, quoi, inévitablement. Alors, bien des années plus tard, mais c'est à l'époque du Capital, il reformule cette idée dans une lettre qu'il adresse à un ami. N'importe quel enfant sait que toute nation crèverait, qui cesserait le travail. Je ne veux pas dire pour 1 an, mais ne fût-ce que pour quelques semaines. Et les sociologues Georges Friedman et Pierre Naville
qui sont peut-être connus de certains d'entre vous, sont aussi sur cette position. Dans leur dictionnaire de sociologie du travail en 1961, ils définissent le travail comme un commun dénominateur et une condition de toute vie humaine en société. La centralité du travail dans la vie des individus, là je vais prendre une référence moderne, contemporaine, elle peut être envisagée selon De Ranti, qui est un sociologue d'aujourd'hui, de 3 points de vue liés entre eux, point de vue, je les nomme tout de suite, point de vue psychologique, point de vue historique et point de vue social et politique. Alors le point de vue psychologique... Le travail est un facteur indispensable à la formation de l'identité et dans le développement des capacités. Il joue un rôle central dans l'apprentissage cognitif, la maturation affective et le développement moral de l'individu. Une expérience de travail positive est un facteur de développement qu'aucune autre activité ne saurait remplacer. A l'inverse, lorsque le travail n'offre pas ces potentialités de développement et de formation de l'identité, il devient un facteur perturbateur, provoque des dysfonctionnements psychologiques et même la formation de complexes pathologiques dont la vie cognitive, affective et morale du sujet. Prenez cette citation de Marx. On pourrait la trouver dans la bouche des syndicalistes, un petit peu différemment forcément, hein, un peu retravaillée, mais on pourrait la trouver dans une délégation, dans la bouche de syndicalistes. Point de vue historique. De Ranti indique que la domination générale des femmes par les hommes s'est structurée autour de l'organisation du travail. Le travail est à la fois un enjeu central de cette domination et l'un de ses principaux vecteurs. Et le point de vue social et politique, enfin, est dans la droite ligne des 2 aspects précédents qui viennent d'être évoqués. D'un point de vue, le travail joue aussi un rôle incontournable dans la structure de la qualité des relations sociales et de la vie politique. Et dans le contexte où les femmes sont reléguées, on vient de l'évoquer très très vite, elles se retrouvent également, bien entendu, c'est logique, ségrégées dans les relations sociales et dans les représentations symboliques. De Ranti indique, par exemple, suivant cela d'Armanjat. Christophe d'Armanjat, c'est un autre anthropologue. Alors, bien avant que les 3 ordres ne fassent leur apparition dans l'Europe médiévale, d'innombrables sociétés dans le monde étaient déjà structurées de telle sorte que des groupes minoritaires remplissaient les fonctions politiques et religieuses et vivaient du travail du reste de la communauté qu'ils contrôlaient et dont ils récoltaient les bénéfices. Ouais. Alors, arrivé à ce stade, je vais faire un pas de côté. Je change de point de vue et de discours, mais je reste sur mon sujet. Ce que je veux faire, c'est vous donner des ordres de grandeur statistiques du travail. On ne va quand même pas parler du travail des heures et des heures sans jamais savoir combien de millions, combien de divisions. Donc, là, je change totalement de sujet, j'insiste beaucoup, mais je vais y revenir à mon fil. Alors, le travail, il faut le situer dans le cadre de la population totale. Je considère évidemment la France, pas l'Europe ou autre. En France, nous sommes 68 millions. J'arrondis tout, je l'indique aussi. Je ne retiens que des chiffres ronds, mais ils sont tous plus ou moins exacts, bien sûr. Tout vient de l'INSEE. Et j'ai assuré la cohérence de tout ça, bien sûr. Donc, nous sommes 68 millions, Hexagone et Outre-mer. Première
décomposition de ces 68 millions, c'est entre actifs et inactifs. Avez-vous une idée? Plus d'actifs ou plus d'inactifs? Plus d'inactifs. 30,5 millions d'actifs, 37,5 millions d'inactifs. Ah, première décomposition. Je m'occupe des... Alors oui, actif, actif, inactif. Qu'est-ce qu'un actif? Dans la définition là, hein, ça n'a plus rien à voir avec Marx, attention, hein, attention, attention. C'est la définition du Bureau international du travail. Il s'agit, les actifs, de personnes de plus de 15 ans qui occupent un emploi ou en recherche un. Point. Voilà. C'est tout. Personnes de plus de 15 ans qui occupent un emploi ou en recherche un. Donc, les actifs, les 30,5 millions. Vous avez ceux qui sont en emploi et ceux qui ne sont pas en emploi, hors de l'emploi. Ceux qui sont en emploi sont les plus nombreux, bien sûr. Peut-être que vous pouvez dire combien ils sont, puisque à la télé, vous entendez souvent mentionner... 7%. Oui, 7, 8, 9, 10, voilà, selon les années. Donc là, 30,5, si je prends 10%, ça fait 3. Alors, oui, on va y venir. Donc, ça fait 3. Bon, là, je suis à 3. Hein. Je suis à 3, c'est dans ces années-ci. Hein. Je ne cherche pas une cohérence totale et complète, mais à la louche, on est à 3. Donc, 27,5 pour les actifs qui sont dans l'emploi. On peut être dans l'emploi de plusieurs manières. Dans l'emploi salarié ou bien non salarié. On les appelle aussi les indépendants. Les indépendants. Hein. Bien, la mutuelle sociale des indépendants. Les théâtreux. Pardon? Les théâtreux, par exemple. Les théâtreux, les comédiens, toute cette engeance-là, voilà. C'est bon, vous prenez votre pied? Voilà. Ouais, c'est ta journée. Surtout, ils ont une bonne ministre, dynamique. Donc, les actifs qui sont en emploi salarié, 24 millions. Et non salariés, 3,5. Donc, vous retrouvez les 27,5 qui sont actifs en emploi. Vous aurez tout ça dans la trace écrite, hein, bien entendu. Et comment tu comptes les gens qui sont en travail partiel? C'est pas mal. Oui. Alors, ils sont en emploi. C'est la raison pour laquelle je vais apporter tout à l'heure une nuance, puisque là, je suis en train de décomposer de manière simple, sans reste, sans chute, mais il y a des porosités, évidemment. Donc, 27,5 pour les gens, les actifs en emploi, 3 pour les actifs hors de l'emploi. Il y a plusieurs catégories, je n'entre pas dans ce détail-là, des catégories d'emploi. Et maintenant, les inactifs qui sont 37,5, qui sont les plus nombreux, on les décompose par âge, eux. Les actifs, on les décompose selon qu'ils ont un emploi ou pas. Les inactifs, Moins de 15 ans. Oui, les moins de 15 ans et les 15 ans et plus. Donc les moins de 15 ans, comme je suis là avec des grosses louches, je vais distinguer les écoliers et les collégiens. Les écoliers sont 6,8 millions et les collégiens sont 3,4 millions. Voilà, ça fait 10,2. Ok? Ça, c'est les moins de 15 ans. Il y a un reste, hein, parce qu'il y a des établissements spécialisés, etc. Bon. Mais je ne le prends pas en compte. À 15 ans et plus, qu'est-ce qu'on va trouver?
on va trouver les lycéens et les étudiants. Les lycéens, ils sont 2,7 millions, arrondi. Les étudiants, ils sont également 2,7 millions. Mais, sur les étudiants, il faut tout de suite ajouter quelque chose. Il y en a 10% entre 18 et 24 ans qui ont un emploi, enfin, ou un bout d'emploi, ou un petit boulot, quelque chose, livreur, voilà, et ils sont 2,8% encore de 25 à 29 ans. Donc là, ces gens-là, que là, moi je compte parmi les étudiants, et ils sont aussi en errance dans la première colonne. Et le total, ça fait 5,4. Et puis, dans les 15 ans et plus inactifs, eh bien, il y a les personnes au foyer, les retraités, et toute personne de plus de 15 ans ne recherchant pas d'emploi. Ok ? Comme j'ai, en dessous de 15 ans, j'ai dit que j'avais 10,2 millions de personnes dans cette dernière colonne des 15 ans et plus, donc il me reste, et que j'ai également cité les 5,4 de lycéens et d'étudiants, donc ben là ça fait à la louche 22 millions de personnes. Voilà. Ce sont sans doute les personnes dont on peut dire qu'elles sont les plus éloignées de l'emploi. Les plus éloignés. Voilà. Et maintenant que j'ai indiqué tout ça, j'ajoute encore, donc je ne sais plus qui l'a évoqué, c'est toi peut-être, que il y a des personnes, on a du mal à dire si elles sont dans l'emploi ou hors de l'emploi. Elles sont dans des situations particulièrement ambiguës. Par exemple, des personnes qui sont à la tâche, à la tâche, y compris dans des grandes entreprises du CAC 40, je l'indique. Hein. Attention, il ne faudrait pas croire que c'est l'apanage des commerces, ils peuvent peut-être y avoir recours, mais dans les grandes entreprises, on trouve des gens qui ont, dans un atelier, dans une entreprise ou dans un atelier, vous pouvez avoir une bonne quinzaine de statuts différents. Ouais. Quand vous dites à la tâche, vous parlez de tout ce qui est au black, enfin au noir? Non, Okay. non. Je parle Deliveroo. Donc là, la personne, elle est à la tâche. Ce sont des esclaves modernes. Hein. Payer à l'acte. VTC. Faire comprendre. Payer à l'acte. Payer à l'acte. VTC. Oui, oui. VTC. Alors, ça a plus de gueule parce qu'il y a une grosse bagnole, mais c'est pareil, esclave moderne. Auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur qui plus est. Il y a des choix aussi de gens qui font des remplacements, par exemple, dans des fonctions de médecins, Mais c'est pas à la tâche, qui sont à la tâche. Ils sont à la tâche? Non, les médecins remplaçants sont Non, pas à la tâche. Je pense qu'ils sont sur un système que j'ignore, mais je n'ai pas tendance à dire à la tâche. À l'acte, quoi. Mais à la tâche, C'est pas la même chose. moi j'étais tâcheron plâtrier, Pour les c'est vrai que j'ai médecins. beaucoup de choses. C'est en fonction du travail produit. On est payé en fonction des mètres carrés, ou par exemple les livreurs, le nombre de voyages. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'activités, ben, vous gagnez peu. Mais en même temps, aujourd'hui, les tâcherons, comme les livreurs, ils n'ont pas les mêmes avantages sociaux. Moi-même, quand j'ai travaillé avec mon père, plâtrier, j'étais déclaré, donc on payait les cotisations sociales, etc. Je dirais. C'est pas le cas aujourd'hui, puisque si vous regardez ce que paye un auto-entrepreneur, je le suis aujourd'hui, mais retraité, donc je verrai,
vous payez 25% du chiffre d'affaires. Bon, sauf si vous avez la marchandise, c'est 17%. Mais donc vous déclarez votre chiffre d'affaires, mais en réalité, si vous avez un accident de travail, vous allez voir chez Primo. Si la retraite, on ne sait pas combien ça va être. Si vous n'avez pas de boulot, ben il n'y a pas de chômage. Donc vous êtes garanti au minimum. Au minimum. Alors, c'est bien pour les retraités, quand, je veux dire, même qui ont une petite retraite, des petits jobs, on se déclare, quoi. Hein. Mais autrement, pour un jeune, moi je déconseille à des jeunes que j'ai formés de se mettre auto-entrepreneur parce que arriver, ils n'attendent pas la retraite, mais ils ont droit à rien. À rien. Mais on disait à la tâche, la différence avec les médecins dont parlait monsieur, c'est que ces médecins ont des assurances, les médecins remplaçants, ils sont dans des systèmes d'assurance, etc. Ils ne sont pas à la tâche comme ces petits jeunes qui vont faire des livraisons, etc. Et qui, après, s'ils ne le font pas, ben, ils n'ont rien. Voilà. Non, je pense pas. Je ne sais pas non plus comment ils sont rémunérés. Donc, je ne peux pas répondre. C'est un nombre de voyages. Non, les médecins. Les médecins. Mais je ne pensais pas à la situation. Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils voyagent dans le monde. D'accord. Ah oui, là, je ne sais pas. Mais bon, c'est un détail. Mais ouais, du coup, les gens qui travaillent à la tâche et les personnes, donc les gens qui travaillent à la tâche, les auto-entrepreneurs et ceux qui travaillent au noir, ils ne sont pas comptés dans les actifs. Ah non. Ah oui, les trois. Enfin, aucun des trois. Ah si, les auto-entrepreneurs, a priori, ils sont comptés dans les actifs parce que ils ont une structure. Ils ont annoncé une structure dont ils sont le gérant ou l'animateur et s'ils n'ont pas d'activité, ben, ils font partie des actifs ayant un emploi d'auto-entrepreneur mais dont le chiffre d'affaires est nul. Absolument. Oui, mais lui, il parle de quelqu'un qui travaille au noir, par exemple. Oui, mais ça relève de la fraude, on ne peut pas chiffrer. Il ne rentre pas dans la catégorie. Travail au noir, économie souterraine, ça passe sous les radars. Et la mafia aussi. C'est pas sous les radars. La mafia, le proxénétisme, tout ça, ça passe sous les radars. Mais l'économie souterraine, je serais curieux de savoir combien ça représente. C'est énorme. Ça ne doit pas être négligeable. Alors, même les grandes entreprises qui font travailler dans des trucs... attention qu'aujourd'hui, la législation française est très sévère. Prendre les gens au black, c'est 45 000 € d'amende. Et 6 mois, là, il y en a quelques-uns, j'en connais, qui se sont fait... oui, il y en a quelques-uns, mais pas assez. Ah non, mais ça... La répression des fraudes, elle est débordée. Alors, travail au noir, et alors pire quand c'est clandestin. Voilà. Mais il y a des pays, vous vous êtes interrogé pourquoi ils veulent tous aller en Angleterre? Oui. Ben là-bas, les patrons ne sont pas condamnés. Vous pouvez embaucher quelqu'un, il peut être expulsé. Moi, j'ai connu un Bulgare qui était allé là-bas à l'époque. Au bout de 5 ans, il allait avoir les papiers, ils l'ont expulsé. Il a payé des cotisations. Mais les patrons en Angleterre, c'est pour ça qu'ils vont là-bas, ils risquent rien. Donc ils les prennent, ils les payent pas cher. Et là, par exemple, ce cas, c'est dramatique. Le gars, il a payé les cotisations pour sa retraite. Comme il a été viré, il est parti au Canada, plus rien. Il a acheté un appartement. Eh ben, comme il ne pouvait plus payer le crédit, ils ont saisi. Ça, c'est la démocratie libérale britannique. Mais c'est pour cela qu'ils vont là-bas. D'une part, c'est vrai que beaucoup parlent un petit peu l'anglais, mais c'est souvent la façon qu'a la législation anglaise pour faire travailler les gens au black. Quoi. Alors, je reprends le cours de mon exposé. Je reviens donc à un discours plus philosophique, on va dire, ou anthropologique sur le travail. Quand on parle travail, il faut aussi parler division du travail. Évoquer cette question de la division du travail. Alors bien sûr là, il faut tout de suite faire un distinguo entre les sociétés pré-capitalistes et capitalistes, hein, évidemment, c'est essentiel, on va le voir. Les sociétés pré-capitalistes, elles connaissent la division du travail, bien sûr, beaucoup de sociétés connaissent la division
du travail, mais c'est une division du travail qui se limite à une simple distribution des tâches, des spécialités et des travaux productifs qu'il y a à faire entre les membres de la société. Cette division des tâches, elle peut être fluctuante, elle ne l'est pas nécessairement, mais elle peut l'être, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un métier à l'autre. Ce n'est pas obligatoire non plus, mais c'est une possibilité qui est toujours présente. Chaque individu doit être capable. Dans une société primitive en particulier, chaque individu doit être capable de passer d'un métier à l'autre. On parle là de division sociale du travail. Le travail se divise, socialement parlant, entre métiers spécialisés. Et l'une de ces divisions, vous savez bien laquelle c'est la division sexuelle. Les métiers qui reviennent le plus souvent aux hommes et ceux qui reviennent le plus souvent aux femmes, bien sûr. Et c'est une forme de division qui est observable dans toutes les sociétés, dit Marx. Donc, je le rappelle, division sociale du travail. Dans la société capitaliste, les choses prennent une autre tournure. Bon, la division, enfin, la manufacture, hein, la manufacture, d'abord la manufacture éclatée, puis la manufacture réunie, puis encore l'usine. J'ai évoqué dans les deux conférences sur l'OST et le Fordisme, j'ai évoqué tout cela en septembre dernier, je n'y reviens pas, mais je reviens sur la grande différence entre la division sociale et la division, là qu'on appelle technique. La grande différence, c'est que dans la division technique, manufacture-usine, le métier, il a explosé en plein vol. Terminé. L'OST et le Fordisme, quelle est la particularité, une des grandes particularités, c'est de faire éclater le métier. Taylor, ce qu'il veut, c'est tout réduire à des gestes, à des procédures, à des temps. Hein? Et c'est ce qu'il veut, et il y arrive, bien sûr. Ford, vous savez ce qu'il ajoute, c'est le convoyeur, la chaîne de montage qui tourne, qui défile devant l'opérateur. Je n'insiste pas, on a évoqué tout ça. Donc, division sociale, division technique. La division technique, voilà comment Braverman l'a décrit. Elle détruit les métiers et rend le travailleur incapable de s'acquitter d'un processus de production complet. Alors que la division sociale du travail parcellarise la société, la division parcellaire du travail parcellarise l'homme ou la femme. Il oublie la femme. Braverman poursuit ainsi. Et alors que la parcellarisation de la société peut rehausser l'individu et l'espèce, la parcellarisation de l'individu, si elle est menée sans considération des capacités et des besoins de l'homme, c'est un crime contre la personne et contre l'humanité. Carrément. Voilà, donc ça, c'est pour la présentation du travail comme activité individuelle, personnelle, avec ses effets sur la personne. Je passe à la présentation du travail comme rapport social. Donc c'est un petit peu plus loin. Je suis en train de gérer le temps. Hein? N'en profite pas. Donc, je fais une nouvelle présentation, je reviens, mais là maintenant je vais insister sur tout
les aspects collectifs, sociaux du travail. Et c'est un phénomène essentiel. Hugues a évoqué très fugitivement tout à l'heure la question du langage. Le fait que le travail soit aussi une réalité sociale, c'est très important, très important par rapport à la question du langage. Les anthropologues pensent très fermement que le langage s'est développé chez l'homme en liaison directe avec le travail, dans sa dimension collective, bien sûr. Ça amène aussi l'aliénation. Et l'aliénation. L'aliénation, et ça c'est très, très déterminant parce que, en fait, le langage et le discours, on le prend pour vrai. C'est inscrit et c'est sur le disque dur. Voilà. Et c'est ça la grande difficulté. Hein. Et historiquement, on connaît plein de choses autour de ça. On a beaucoup cru, et puis on s'est aperçu qu'un sauveur peut devenir l'assassin de millions de personnes. Donc le travail comme réalité sociale, je vais l'appréhender à partir du Capital. C'est dans le Capital que Marx décrit de la manière la plus riche le travail comme réalité sociale. Le Capital et tous les écrits préparatoires, on parle du massif du Capital en ce qui concerne cette œuvre. Le massif du Capital. C'est un truc qui s'étale sur une vingtaine d'années. Et ce que je vais faire, je vais résumer certains passages du Capital qui sont classiques, canoniques. Je vais les résumer et je vais vous présenter, j'emploie souvent cette expression, une espèce de gâteau marocain très dense. Je vais vous présenter un texte où tous les mots clés figurent de Marx. Et à chaque fois que j'en prononce un, je vais vous faire entre guillemets. C'est comme le loukoum. Du loukoum, par exemple. Donc, présentation artificielle, bien entendu. Hein. C'est une présentation artificielle, c'est pour aller vite. Donc, dans cette présentation, je vais me hausser au-dessus du point de vue qui était le mien jusqu'à présent, où j'étais sur une personne, un individu, un sujet. Et maintenant, je vais saisir les mêmes personnes ensemble dans le cadre de communautés, de groupes. Je vais les saisir dans un rapport social, forcément situé historiquement, bien entendu. Donc c'est pas à n'importe quel moment, c'est toujours le rapport social à tel moment, à tel autre ou à tel autre. Et je vais saisir les personnes dans ce rapport social dans le cadre d'une économie où les marchandises ont acquis, où les objets produits ont acquis le caractère de marchandises. Donc, elles sont marchandisées. Pas seulement les produits qu'on fabrique, mais aussi le travail. Il s'achète et se vend. Ce n'est pas le travail. Marx ne dit jamais ça comme ça, il dit la force de travail. Et même il va plus loin, il dit le temps d'usage. Quand il dit les choses le plus précisément, c'est le temps d'usage de la force de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est 5 heures. Combien d'heures par semaine? 35 heures par semaine. Ah oui, d'accord. Voilà, 35 heures. Enfin, pour aujourd'hui. Donc, je résume là encore Marx. Les toutes premières formes, non pas de capitalisme, mais
des formes économiques qui commencent à s'en rapprocher, on va dire, ce sont des formes de capital commercial, de capital financier, 15e, 16e, 17e. Là, en Angleterre, oui, le capitalisme agraire, c'est à partir du 15e, 16e. Mais pas dans les autres pays. C'est juste du capital commercial. Alors, les toutes premières formes de capital commercial et de capital financier, je dis 15e, les choses vont aller en s'accélérant au fil des siècles, bien sûr, le 16e, le 17e, encore plus le 18e pour la Grande-Bretagne. Et puis, va venir un moment où va se développer la manufacture. Ça, c'est un mot qui n'est pas spécifique à Marx, mais qui est omniprésent dans le chapitre 1 du Capital. On va voir ça le 8 février, avec la projection du documentaire de Stan Newman, mais pas ici à Garibaldi, le 8 c'est un jeudi. Le premier chapitre du documentaire de Stan Newman, il porte sur le développement du capitalisme industriel en Grande-Bretagne au XVIIIe. Donc ça c'est vraiment un temps, un moment particulièrement fort et significatif. On va regarder ça. Des choses se passent au XVIIIe. Des millions de gens se retrouvent sans emploi, sans propriété, se retrouvent totalement dépossédés. Dépossédés, le terme est de Marx, totalement dépossédés, et le terme canonique, c'est prolétarisé. Prolétarisé, ça veut dire nu comme un ver, dépossédé. Voilà. Non plus quoi pour subvenir à leurs besoins, non plus qu'à vendre leur force de travail. Aller se faire tanner. Donc, je viens de prononcer le mot force de travail, donc bien sûr, guillemets, et j'ajoute encore une fois, parce que c'est important, le temps d'usage de la force de travail. Et là, Hugues parlait d'aliénation, vous voyez que quand on dit que des gens par millions sont contraints d'aller vendre leur force de travail, eh bien là on est au cœur de l'aliénation. Dépossédé de tout, et qu'est-ce que je fais? Ben, je n'ai plus qu'à aller m'embaucher. L'aliénation, elle a pas mal d'aspects. Je ne rentre pas là-dedans aujourd'hui, puisque une conférence spécifique est prévue. Dans quel cadre ça se fait, cette affaire, d'aller vendre sa force de travail? Ça se fait dans le cadre du contrat de travail et dans le cadre du salariat. Il faudrait évidemment rentrer dans le détail pour ce qui est de l'Angleterre en particulier, qui est le lieu où tout ça prend forme. Hein, mais je n'ai pas le temps de le faire. Il y a une bonne référence là-dessus, c'est Helen Maxine Wood, une marxiste anglo-saxonne de Toronto, de l'université de Toronto, dont le livre s'intitule « L'origine du capitalisme » et qui analyse très finement donc l'origine du capitalisme en Grande-Bretagne. Les gens qui travaillent dans les mines, ils ont un contrat de travail? Ah oui. Oui, 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 oui. Quelque chose écrit. Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr, ça n'empêche pas, il n'y a pas de protection, on peut être viré. Je disais la semaine dernière qu'on peut être viré, tu te souviens, si on entre dans l'usine avec une montre dans la poche. Donc c'est pour dire, tu vois, on est viré pour un oui ou pour un non, si tu veux. Hein, c'est un contrat très relatif, quoi. C'est quand même relatif, bien sûr. Il n'y a pas de syndicat. C'est pas le CDI.
Oui, juste une précision. Qu'est-ce que vous appelez le capitalisme agraire et le capitalisme commercial? Parce que le capitalisme financier, je peux à peu près Oui. imaginer, mais... Oui. Ah. Alors, le capitalisme agraire. Qui est le premier, c'est ça? Enfin, un des premiers? Eh bien, oui. Alors, il faut que... C'est relatif à la Grande-Bretagne. Tout le monde pense que le capitalisme est né en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle avec le développement fulgurant des manufactures. Eh bien non. Il a été précédé par le capitalisme industriel a été précédé par le capitalisme agraire. La genèse de cette histoire, elle est complexe. Je vais vous en présenter une version courte, par manque de temps, mais on va dire l'aristocratie anglaise n'a rien à voir, 15e, 16e, hein, n'a rien à voir avec l'aristocratie française à la même époque. Premièrement. Deuxièmement, l'État anglais est bien plus centralisé et efficace que l'État français à la même époque, avant la Révolution, donc, hein, bien sûr. Après, c'est autre chose. Mais avant, donc 15e, 16e, 17e. Et ce sont deux éléments de contexte qui ont entraîné le fait que l'agriculture s'est vite installée dans une logique de profit. Profit, c'est trop vite dit. Vous allez trop vite en besogne. Des valeurs. Dans une logique, on va dire seulement, d'amélioration. Maxine Wood dit une logique d'amélioration. De quoi? De la production. Amélioration des process. Voilà. Bon. On commence par cette logique d'amélioration des process. Pourquoi donc? Eh bien, c'est là où il faut forcément parler de la question du marché, le concept de marché. Le marché, vous pouvez l'envisager sous deux aspects fondamentaux. C'est un lieu, une instance, le marché, c'est pas un lieu, c'est une instance qui offre des opportunités de réaliser des gains. Parce que j'achète pas cher et je revends cher. Instance qui offre l'opportunité de réaliser des gains. Le marché, vous pouvez aussi l'envisager comme non pas une instance, mais un lieu ou une notion, un contexte qui exerce des contraintes, des pressions sur les producteurs et qui les oblige à améliorer leur production. Par la mise en compétition. Par la concurrence et la mise en compétition. Deux exemples. Vous prenez le commerce des grains au XVIIe, qui est dominé à l'époque par les Provinces-Unies, Pays-Bas, si vous voulez. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter les grains dans les pays baltes et ils les revendent, bien sûr, aux Pays-Bas. Là, vous avez un marché qui, spatialement parlant, est morcelé. Il y a les lieux où on achète et les lieux où on vend. Bien, il est morcelé. Là, pour faire fortune, eh bien, il faut se débrouiller pour acheter pas cher et revendre cher. Bien, c'est mon premier exemple. C'est la première face de ce Janus qu'est le marché. C'est la première face.
Et en plus, ça fait le blé des bateaux qui transportent. Oui, mais vous prenez, je vais prendre l'exemple Grande-Bretagne, vous prenez Londres et son environnement, mais à 300 km à la ronde. Bon. Au 16e, 17e, Londres est en train de connaître un développement démographique fulgurant. Il faut les nourrir, tous ces gueux. Donc, les paysans sont incités, et attention, j'ajoute d'abord que ce sont des gueux comme des gueux, quoi. Ils n'achètent pas des montres Rolex, ce sont des ploucs. Hein. Donc, ce sont des gens qui achètent du pain, du beurre, des légumes, des fruits, des trucs de cons, minables. Bon, vous voyez. Mais il s'agit de nourrir Londres qui est en train de passer de 500 000 à 600, 700, 800 000 habitants. Eh bien, là, c'est l'autre face du marché qui va s'exprimer. C'est celle qui exerce une contrainte sur les producteurs, tout au moins les producteurs, j'inverse la formule, les producteurs ressentent la contrainte exercée par le marché et ils se disent, bon, il n'y a pas, c'est peut-être dégueu, mais quand même, il faut que moi, je m'y retrouve quand même dans cette histoire. Donc ils vont tous essayer d'améliorer leur production. Donc ils vont rentrer dans une logique d'amélioration. Voilà, bon. Et je vais vite maintenant. Pendant tout le XVIe siècle et le XVIIe siècle, le capitalisme agraire va se mettre en place. Des millions et des millions de gens vont se retrouver à la rue. Et c'est ces gens-là qui ensuite vont aller s'installer à Londres. Mais ils vont consommer, ce qu'ils ne fabriquent plus, ils vont continuer à le consommer, mais ils vont l'acheter, évidemment. Et après, au XVIIIe, il va y avoir une autre évolution, il y a la révolution industrielle, les manufactures, mais elle va se faire sur la base du capitalisme agraire qui a montré le chemin et qui a habitué, qui a changé la société. 2 siècles, 2 siècles et demi, bon, la société maintenant, elle connaît, les élites, l'État connaissent le marché, la concurrence, le profit, la recherche de la main-d'œuvre pas chère, un principe que je n'ai pas cité là, tant pis pour moi, je l'ai zappé parce que le temps nous manque, mais c'est le principe de Babbage. C'est un ingénieur anglais qui dit, mais c'est avant Taylor, il dit un entrepreneur qui doit décider quel moyen de production il va mettre en ligne doit se poser plusieurs questions. Quel marché je vais pouvoir rechercher? Quel poste de travail il va y avoir dans mon entreprise? Quels sont les postes qui font appel à une compétence X, Y, Z? Quels sont les postes qui font appel à un autre paquet de compétences, A, B, C, D, E, etc. etc. Et que dit Babbage? Il dit, soyons futés. Il ne dit pas comme ça, c'est moi qui le dis, bien sûr. Il dit, soyons malins. Je ne vais pas implanter dans mon entreprise des postes de travail polyvalents. C'est idiot. Je vais implanter dans mon entreprise des postes de travail qui font appel à des petits paquets de compétences
particulier. Et je vais rechercher les gens, les gueux, qui ont ces compétences-là, ABC. Je vais rechercher ceux qui ont d'autres compétences. Des gueux, toujours, hein, évidemment, qui sont par millions, ils se multiplient comme c'est pas possible, et d'autres gueux qui ont les compétences X, Y, Z. Et Babbage dit, si je réunis tout, je vais être obligé de payer toutes les compétences pour le même bonhomme, alors que si je les distingue, je vais juste payer, par exemple, la célérité avec laquelle quelqu'un fait telle ou telle tâche, et puis l'autre, la perspicacité avec laquelle il décide de faire ou de ne pas faire, etc. Je paye exactement ce dont j'ai besoin, tandis que si je réunis tout, c'est moi qui me fais avoir. Donc, ça, c'est le principe de Babbage. Et ça, c'est ce que l'Angleterre a vécu pendant la révolution industrielle. C'est ça que vit l'Angleterre pendant la révolution industrielle. Mais on l'a vécu, nous, dans les années 70, quand on a créé les OS et les OP. Parce qu'avant, il y avait un ouvrier, c'était polyvalent, etc. Mais là, on a classifié les OS télémanœuvres, disons, ceux qui étaient sur des postes fixes, sans formation. Et après, il y avait les OP, OP1, OP2, OP3. Voilà, voilà. Donc, la notion de travail, en général, Tu sais, Babbage. Ah ben Babbage, il est là. Ah ben voilà. Je te donne. Ah ben, En fait, voilà. On va le citer. Dans la mythologie du capitalisme, le principe de Babbage est présenté comme un effort pour préserver les talents exceptionnels, entre guillemets, en ne donnant aux travailleurs qualifiés que des tâches que seuls peuvent accomplir, en ne gaspillant pas les ressources sociales. Là, c'est le principe de Babbage. Voilà. Et là, c'est le principe reformulé par les capitalistes d'aujourd'hui. C'est-à-dire pour, faire passer les vessies pour des lanternes. Dans la formulation de Babbage, il dit ceci, page 11. Le maître d'une manufacture. Voilà, ça, on est dans le texte précis. En divisant le travail pour qu'il soit exécuté en différentes opérations exigeant chacune des degrés différents d'adresse ou de force, peut acheter exactement la quantité précise de chacune de ces qualités adresse ou force qui sera nécessaire à chaque opération. Alors que si tout le travail est exécuté par un seul ouvrier, cette personne, voilà, devra posséder assez d'adresse pour réaliser l'opération la plus difficile et assez de force pour réaliser la plus dure de celles qui composent l'ensemble du travail ainsi divisé. Il y a une autre formule aussi. Dans une société fondée sur l'achat et la vente de la force de travail, parcellisera, oh là là, je ne vais pas y arriver, chaque métier sera parcellarisé. Merci de l'avoir proposé. Pour que chacun prenne la meilleure partie du marché, grosso modo. Hein, c'est ça. Voilà. Alors, dans la mythologie du capitalisme, oui, ça y est, là, on l'a dit, ça, oui. Je suis désolé, donc, c'est parcellarisé, c'est du mal. Oui. Donc, le principe de Babbage, Braverman, dans le travail et le capitalisme monopoliste, le commente abondamment. C'est un principe essentiel pour tout entrepreneur, y compris pour aujourd'hui. Donc, on va avancer un petit peu. Si je reviens à la notion de travail en général, donc ce n'est pas un long fleuve tranquille, bien entendu, le travail, c'est dur, c'est éventuellement à risque, bien sûr, les mineurs, c'est un exemple très important.
ça réclame du sérieux, des efforts, de la douleur, etc. etc., etc. Bien, ce n'est pas pour rien que la religion fait du travail une malédiction divine, que Helmut, je crois, citait. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Voilà, bien sûr. Hein. C'est bien. Mais à côté de ce côté douloureux, il y a aussi des aspects positifs. Bien entendu, je pense qu'il faut aussi insister sur le fait que le travail, c'est quelque chose qui est conscient et réfléchi, qui met en œuvre, qui mobilise des capacités de haut niveau chez chacun, qui peut passionner les uns ou les autres, etc. Bien entendu. On est bien d'accord que c'est aléatoire, c'est varié, c'est pas forcément les cas les plus répandus, etc., etc., bien entendu. On connaît tout ça. Je vais en parler quand j'évoquerai la souffrance au travail dans quelques semaines, d'ici un mois ou deux. Pardon ? L'étymologie, tripalium. Et l'étymologie du mot travail, c'est trepalium, qui en latin veut dire supplice. Ouais. Ce n'est quand même pas pour rien. Voilà. Donc il y a ce côté, il y a Vous ce étiez à côté l'avance. douloureux. C'est du masochisme. Ah pardon. Ouais. La dimension que je rajouterais, c'est qu'au-delà du plaisir et que ça nous fait nous dépasser dans certaines tâches ou quoi, c'est que ça donne aussi un cadre, voire du sens dans la vie. Et enfin, je suis assez étonné à quel point le sens a une importance dans nos vies, quoi. Bien sûr. Pour être même en bonne santé ou Absolument. Donc quand je parlais de passion, c'est à ça que je pensais fondamentalement. Il y a des personnes qui donnent un sens à leur vie par le travail, et très principalement par le travail. Et c'est bien. Mais c'est tout le monde en fait. Mais Un sens dans la vie. disons qu'un livreur de Deliveroo, c'est peut-être pas la même chose. Il a peut-être pas un livreur de Deliveroo. Et quel travail. Non, mais c'est vrai. Tu veux dire, discuter parce que je comprends pas. Et ça commence à changer un peu, je trouve. La dimension Parle plus psychologique. fort que je puisse enregistrer. Non, mais il y a des gens pour qui c'est une psychothérapie, mais ça dépend du travail, évidemment. C'est-à-dire que si ils ne travaillent pas, tout de suite, ils sont malades. Ils sont malades. Oui. Mais monsieur, il disait ça change dans la vie. Ça dépend du travail. En général, c'est un travail valorisant. J'ai l'impression que le travail n'est plus aussi fondamental dans les nouvelles générations. Sans doute. Oui. Mais c'est une question. La famille, l'amitié, la découverte du monde. L'épanouissement. Mais c'est pas forcément la faute des gens. Je me demande si c'est pas un petit peu la faute du système. Oui. Qui a, surtout depuis 50 ans, qui a dérégulé les formes de travail. On l'a évoqué, souvenez-vous, dans une conférence l'année dernière, qui a dérégulé le travail, avec maintenant la multiplication des CDD, des tâcherons, des ceci, des cela, etc. Et qui a écœuré Bien sûr. des millions de gens du travail qui ne se retrouvent pas, qui n'arrivent pas à exprimer leur être, leur capacité dans les formes de travail qu'on leur propose. Voilà. Et les jeunes Et puis on a refusent détricoté le code du travail d'une façon honteuse. Je me rappelle, il y avait une conférence une fois où vous avez invité un ancien... comment ça s'appelle, contrôleur du travail. Inspecteur du travail. Inspecteur du travail qui nous en a parlé. Mais Oui, c'était très intéressant et c'était vraiment très parlant. Bien sûr, bien sûr. Wow. Et donc oui, effectivement, il y a sans doute un changement, une évolution. Et parlons de la pandémie. La pandémie a représenté un moment où les gens qui étaient le nez dans le guidon depuis quand? Depuis des dizaines d'années, peut-être pour certains. La restauration notamment. On relevait le nez et on regardait ce qui se passait autour d'eux.
ils se sont retrouvés tout seuls dans leur appartement, une heure par jour pour sortir, etc., etc. Bon, ces personnes-là, sans doute qu'elles ont réfléchi, qu'elles veuillent ou non, qu'elles le veuillent ou non, elles ont réfléchi et elles ont peut-être pris des résolutions, etc., etc. Une chose est sûre, c'est que quand l'activité économique est repartie, nous avons connu un moment de, comment on a appelé ça, quite de désertion. Oui, le phénomène était le même aux États-Unis. Et le phénomène était le même aux États-Unis que chez nous. L'activité. L'activité, on en a besoin. Mais cette activité, il faut qu'il y ait un accord et une forme de jouissance. Alors, travailler c'est bien, mais si j'aime pas ce que je fais, ça c'était. Regardez les retraités. Les retraités, je n'aime pas beaucoup le mot d'ailleurs, c'est se retirer quoi, en fait. Ils se retirent certains et ils sont devant leur télé. Et puis, au bout de 6 mois, ils dépriment. Et pour certains, se suicident. Et on ne parle jamais de ça. Parce qu'ils s'emmerdent. Et parce qu'on a besoin d'activité. Mais une activité où il y a une forme de jouissance. Moi, j'ai connu des gens qui étaient stressés parce que la retraite arrivait, l'âge de la retraite arrivait, des chefs d'établissement, qui étaient en stress, comment dire, presque en panique. En panique. Moi, des gens, j'allais prendre mon petit déjeuner chez eux le matin. Qui leur faisait beaucoup de bien. Voilà, pour les accompagner, pour discuter, etc. Ils étaient en panique parce que l'âge de la retraite arrivait. Et bon, tout ça pour dire quoi? C'est que le travail, c'est central par rapport à la vie d'un être humain, c'est ce qui lui donne du sens, et quand il n'y a plus de sens, et c'est là où on est souvent dans les situations de souffrance au travail. On en parlera, on y consacrera 2 conférences à la souffrance au travail, une d'une manière générale et une autre centrée sur les cadres. Donc, on en parlera de ça. Donc, c'est revenir à ce que disait monsieur. Sur l'évolution du sens du travail, il y a un article qui vient de sortir cette semaine dans Telos et qui ne reprend pas cette idée d'une évolution très brutale. Statistiquement, c'est pas très marqué. Ça existe. Effectivement, il y a une accélération avec la pandémie. Mais ce qu'on dit trop souvent, c'est les jeunes ont perdu le sens du travail, etc. Apparemment, c'est complètement faux. Moi, je pense aussi que c'est faux, mais... Il y a une évolution, mais elle est très lente et elle est statistiquement peu significative. La significativité de la différence s'exprime surtout dans la différence de la nature du travail, c'est-à-dire dans les catégories sociales. Oui. Mais ce qu'il y a aussi, c'est ce que disait monsieur, là, il posait le problème qu'il a l'impression que lui, ces générations, vos générations, elles sont plus attirées par les amis, bon, ça c'est un discours qu'on a eu nous aussi, qu'on a entendu quand on était jeunes. Mais les stats montrent que c'est pas vrai. Mais moi je pense que, maintenant vous allez nous dire, mais je pense qu'il y a aussi dans cette envie d'oublier un peu tout ça, le travail, c'est que il me semble que c'est le parcours du combattant aujourd'hui pour arriver à avoir une formation qui représente pour un jeune, un autre, une autre, quelque chose qui leur parle, quoi. Et donc ça doit être très stressant. Et je pense que nos générations, on avait moins ces épées de Damoclès. Si on ratait l'entrée, je sais pas, dans un BTS ou je sais pas quoi, c'était la fin du monde, quoi. Je trouve qu'on avait plus de possibilités de se creuser un truc
au boulot, même si on n'avait pas... alors que c'est quand même balisé, je ne sais pas ce que mais vous en pensez. on a dévalorisé le travail. Parce qu'il y a une petite anecdote sur Facebook, là, il y a un petit dessin qui est sympa. Il y a une maman avec son enfant qui dit « Travaille bien à l'école, autrement tu seras caissier ou caissière. Et la fille, elle dit « J'ai bac plus 5 ». C'est libre. Pourquoi je dis ça? C'est que on fait des études, on fait des efforts, et on se retrouve à être serveur dans un restaurant, livreur. Il y a un vrai problème. On entre de plus en plus tard sur le marché du La référence que je vous donne, c'est la valeur travail des Clintel. C'est dans Telos, c'est un article de Olivier Galland qui date du 15 janvier 2024. Dans quel journal? Telos. C'est quoi ça? Je ne connais pas. C'est une revue en ligne, hein, je ne sais pas bien. Ah, bon, d'accord. Alors, je vais aborder un dernier thème sur le travail. Des Clintel. D'accord. Avant ça, je vous indique tout de suite que nous nous sommes très sensiblement éloignés du texte, mais c'est comme d'habitude, hein, comme d'habitude. Et donc, pour avoir une vue totale de la conférence, il faut aller sur la trace écrite. Ou bien bien sûr, on peut aller aussi, ça n'exclut pas d'aller sur la trace vidéo, mais seule la trace écrite contient tous les thèmes qui avaient été prévus. Donc là, on va aborder un dernier... Oui. Explique comment on peut accéder à la trace écrite. Oui, bien sûr. Alors, comment accède-t-on à la trace écrite? Vous allez sur le site des Amis de la Liberté et vous cliquez le cartouche blog de Daniel Amédro, qui est tout à fait en bas à gauche. Blog de Daniel Amédro. Quand vous êtes là, vous déroulez un peu et vous allez tomber sur la liste des conférences depuis 3 ans. Et chaque fois que les conférences ont été données, vous avez le lien vers la trace vidéo et vers la trace écrite. Donc, voilà, c'est tout simple. Vous avez le PDF de la conférence. Et j'insiste quand même un petit peu parce qu'il y a certaines conférences où je zappe carrément des parties entières. Mais parce qu'on donne la priorité au débat, évidemment. Et donc chaque fois que le débat... Mais c'est quand même bien mieux que le débat se développe. Et de toute façon, vous avez la trace écrite. Il n'y a pas de souci. Donc le dernier thème quand même que je veux aborder, c'est la question du chômage. C'est un peu lié à ce qu'on disait d'ailleurs, hein, évidemment, sur le sens de la vie. On peut pas, c'est difficile de ne pas parler du chômage quand on parle du travail. L'exclusion du travail, elle est vécue comme une situation éventuellement dégradante, humiliante, etc. etc. Évidemment, vous voyez bien ce que je veux dire. On est privé de revenus, donc le mode de vie qui va derrière, etc. On est privé de possibilités de réalisation personnelle, on revient à ce que nous disions, et aussi privé de possibilités ou d'une certaine légitimité pour réclamer notre part du gâteau, puisque nous ne participons plus à la création des richesses. Comme les retraités. Comme les retraités, et c'est pour ça que Hugues disait tout à l'heure que lui, le mot retraité, ça le gêne un peu. Ça le gêne un peu. Dans beaucoup de pays, c'est pensionnaire. Hein. Dans Bernard beaucoup de Friot pays. ne veut pas entendre parler du mot retraité. Hein. Ça n'existe pas. Bon, il y a des pays, notamment pareil l'Australie, où on considère justement qu'on doit mettre en place un système qui permet à ceux qui accèdent à l'âge de la retraite de continuer à avoir une activité partielle.
Ouais, mais Il ça, a c'est envie. différent. Pardon? S'il a envie, Et s'il a la Oui, santé, bien l'activité sûr. partielle, Non, c'est pas obligatoire. chez nous aussi, Non, non, il y c'est a pas. des retraités qui Mais travaillent. nous sommes dans un pays où quand les gens sont en capacité de travailler encore, c'est le cas des universités par exemple, à 67 ans, par exemple pour les professeurs d'université, on leur dit Niet, terminé. niet, c'est fini, vous n'avez même plus le droit d'enseigner. Du coup, comme ce sont parfois des grosses pointures, ils vont travailler dans les universités américaines. Bien sûr. Où ils peuvent travailler plus longtemps. Alors c'est bizarre quand même comme système parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui sont encore productifs sur le plan social, sur le plan intellectuel, qui aimeraient continuer à travailler et on leur interdit de le faire. Alors attention. Attention. Est-ce que le fait de maintenir ces gens-là va faire qu'on supprime des emplois? C'est une question à voir. Bien sûr. Bon, là, c'est un sujet évidemment un petit peu, disons, une question chaude, hein, évidemment. Peut-être que les jeunes ont une appréhension de cette question, les chômeurs aussi, etc. Bon, je réponds sur les universitaires. C'est vrai, ça, c'est un exemple très spécial. Oui, mais enfin, c'est pas une bonne chose de maintenir les gens jusqu'à 80 ans. Hein. Par exemple, non. Mais là, c'est Cannes, volontaire. Non, mais même volontaire. Madame disait, Oui, mais Et puis volontaire, même, ça pour les occupe des promotions dans les postes, universités, des ça jeunes, empêche des jeunes remonter, de venir à l'emploi. Il faut être net, clair et précis. Donc ça, c'est aussi le système capitaliste qui promeut cette image que ce serait bien, hein, on nous met dans la tête de pouvoir continuer jusqu'à... À Cannes, il y a un dermato qui a 92 ans. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Hein, oui, bien sûr. Moi, je ne l'ai pas. Mais en Mais tout c'est cas, vrai. sans rentrer dans l'argumentation de Jacqueline, qui est quand même imparable, mais sans rentrer là-dedans, que je sache, les retraités ont le droit d'avoir une petite activité. C'est une activité de cours. Tout court. Ça supérieur au Ouais. dernier salaire. D'accord. Non, moi, je prends mon exemple. Il y a une période, on ne pouvait pas avoir une activité, alors encore moins ceux qui sortaient de la fonction publique. Ils n'avaient pas le droit de travailler. Aujourd'hui, avec ce statut d'auto-entrepreneur, on a le droit de travailler. Il ne faut pas dépasser 38 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année, si on ne vend que sa force de travail. Voilà. Bon, si après on intervient, on fournit de la marchandise, c'est un autre calcul. Donc ça permet, mais l'avantage pour un retraité, l'avantage c'est qu'on s'organise comme on veut, on ne travaille pas à temps plein. C'est rare, je sais. Mais on a moins de contraintes. Moi je vous donne un exemple. Hier j'ai fait la journée chantier. J'ai des journées comme ça. Quand l'entrepreneur me dit on va visiter le chantier pour faire le devis, je dis tu me prends 10 heures, pas 7 heures. Et quand j'étais entrepreneur moi-même, c'est vrai que j'allais sur le chantier souvent avant les ouvriers à 7 heures du matin. Oui. Aujourd'hui, je veux quand même respirer. Bien sûr. Voilà. Oui, oui. Mais il ne faut pas que ça donne, un élément pour, par exemple, un argument pour reculer l'âge de la retraite. Faire pression. Voilà, il faut faire très attention à ça, c'est de ne pas empêcher, mais de toute façon personne ne les empêche, ça a toujours été le cas, les retraités peuvent encore travailler s'ils veulent. Il y a énormément de retraités, il faut savoir à l'heure actuelle, qui travaillent parce que leur pension est trop petite. Oui, hein, bien sûr. voilà. Absolument. Donc c'est peut-être pas non plus à encourager, mais il n'est pas question, moi je suis désolée, quelqu'un qui prend la place d'un jeune, un poste d'université, c'est pas juste. Très court. Écoutez, quand il y a eu la retraite à 60 ans, on a interdit dans les premiers mois de travailler. Ça a été une catastrophe à la télévision française. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, parce qu'il y avait, c'était un théâtre public avec des gens de talent. Il y a un directeur d'FR3 qui était obligé d'arrêter alors qu'il avait il fait partie. Et il a été remplacé par un jeune qui n'avait pas de métier, et ça a été la catastrophe. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier, il ne faut pas que ça soit carré comme ça. Parce que, cela dit, si j'étais maçon, j'aime autant vous dire que je ne resterai pas longtemps maçon. C'est pas pareil. Oui, mais c'est ça le problème. Bien sûr. C'est ça le problème. Quand je vois dans les rues de Nice,
quand tu vois certains, certains qui travaillent, putain, c'est incroyable. Hein. À la pique encore, hein, pour défaire. Mais moi, je prends mon expérience. Hier, j'ai une entreprise que je suivais, et dont l'entreprise a son fils, qui a 23 ans. Donc, il m'a demandé de l'aider. Et par contre, j'ai d'autres artisans, des jeunes que j'ai formés, moi, dans mon entreprise, que j'aide aussi. J'aide aussi administrativement, parce qu'ils sont beaucoup plus rentables sur les chantiers que de passer du temps sur l'ordinateur, faire déclaration l'URSSAF, les devis, etc. Je crois on a un rôle, quand on prend sa retraite, d'aider les jeunes, mais pas à temps plein. C'est-à-dire, ce que je fais moi aujourd'hui, je ne prends pas de travail. Je veux dire, au contraire, je conseille, par exemple, l'année dernière, alors là, je ne me sens plus, parce que je sens quand même, là, j'arrive, la vieillesse arrivée, mais l'année dernière, j'ai quand même posé 80 mètres carrés de panneaux solaires, et j'ai coffré un escalier car tournant, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de maçons qui ne savent pas coffrer, plein d'entreprises. On m'appelle pour dire comment tu fais. Il y a des petites astuces que les anciens m'ont appris. Donc je peux donner, voilà, mais je ne prends pas la place de quelqu'un. C'est ça. Donc là, on voit bien on voit très bien qu'il y a une gestion capitaliste, comment dire, tournée vers le profit et de lutte des classes, hein, de guerre des classes. Il y a une gestion capitaliste de cette affaire, et il y a une gestion humaine, populaire, du même problème pour aider des gens, etc., et pour ne pas prendre des emplois, etc. Bon, on arrête. Juste une citation. Moi, je connais un professeur d'université, pourtant bien à droite, qui a arrêté à l'époque où la retraite était encore à 62 ans, parce qu'il en avait assez et était exténué. Hein. Ceci dit, voilà. Et aussi en raison de dégradation de l'ambiance du travail. Non, aussi. Voilà, bien sûr. Il ne faut pas en faire une généralité. Non, mais, moi, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit là. En fait, je pense aussi qu'il ne faut pas imaginer, parce que ça c'est aussi un leurre qui nous est servi, que le fait d'envoyer des gens, pas seulement à l'âge de la retraite, mais bien avant, hors du système du travail, ça libère des places pour les jeunes. Je pense qu'il faut faire une étude là-dessus, parce que c'est pas évident, et quand on voit des gens qui sont non pas à l'âge de la retraite, ben, il n'est pas question bien sûr de retarder l'âge de la retraite, en disant qu'il faut continuer à faire travailler les gens. C'est pas ça le problème. C'est de trouver effectivement de l'emploi pour les jeunes et également pour les gens qui sont en fin de carrière, dont on dit souvent on n'a qu'à les virer, d'abord parce que surtout on les paiera moins cher les jeunes. Exactement. Est-ce que vraiment c'est ça qui va créer des emplois pour les jeunes? Non, parce que pour avoir étudié ces questions dans une autre vie et il y a des dizaines d'années, mais comment dire, les emplois dans une usine, dans une entreprise, on ne dit pas comme ça les emplois dans l'usine ou dans l'entreprise. C'est quelque chose qui est vivant. Il y a une démographie des emplois, il y a d'abord, avant ça même, il y a une structure des emplois, par spécialité, ceci, cela, etc., par grade, chacun a son vocabulaire particulier. Bon. Et pour chacune de ces positions dans le système des emplois, il y a une démographie. Il y a des emplois dans les entreprises dont les chefs d'entreprise vont vous dire, ça, c'est un emploi crucial pour moi parce que il est au carrefour de plusieurs possibilités de poursuite de carrière. Un exemple très éclairant et qui existe peut-être plus tout à fait sous cette forme-là, vu les progrès techniques, mais c'est l'emploi de menuisier. Dans les entreprises du BTP, ce que je vais dire s'applique
disons, il y a 30-40 ans, dans les entreprises du BTP, il y a 40 ans, les patrons disaient « Attention, les menuisiers, je les bichonne ». Pourquoi? Parce qu'un menuisier peut devenir un plâtrier. Il peut devenir un poseur de cloisons plaquistes, menuisier plaquiste, etc. Avec un petit effort, il peut aussi devenir un électricien. Il faut un petit effort, parce que l'électricien, c'est pas du coton. Bon, mais il peut le devenir. S'il a envie, il peut. Le patron, s'il tient au mec, il va lui payer sa formation. Bon, et le menuisier se retrouve être un emploi stratégique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met dehors ce gars-là par une mesure administrative, etc., il ne va pas être remplacé du jour au lendemain. Hein. Ça, sûrement pas. Parce que le patron, il va galérer pour trouver quelqu'un qui ait un cursus ad hoc, etc. Bon, voilà. Il y a des emplois de début de filière et des emplois de fin de filière. Il y a des emplois dont la moyenne d'âge, elle est structurellement, dans certaines entreprises, au-delà de 45-50 ans. Et c'est normal, parce que ce sont des gens qui sont passés par... qui ont accumulé de l'expérience dans 3 ou 4 postes, et puis voilà, ils arrivent à ce poste XY, voilà. Donc ça, effectivement, et ça milite pour donner des pouvoirs de débat, d'échange, de décision au terrain, pour par exemple donner conférer des attributions dans ce domaine aux syndicats, dans le cadre du conseil d'administration ou bien dans le cadre des CHSCT pour ce qui est des conditions de travail, etc. etc. ou de la souffrance au travail, CHSCT, conditions de travail. Donc ça milite pour ça, mais nous prenons le chemin exactement inverse. Exactement inverse. Mais là, aujourd'hui, vous avez des entreprises du bâtiment qui avaient 20, 30, 40, 50 salariés. Là, ils en ont une dizaine, c'est les plus compétents, les ouvriers. Et après, ils sous-traitent. Et il y a aussi, en sous-traitance, les auto-entrepreneurs. Et je vais vous expliquer, certains, surtout les entreprises tunisiennes, ils embauchent des auto-entrepreneurs italiens, c'est-à-dire qui sont à l'origine sans papier, moldaves, tunisiens, etc. Mais en Italie, si vous vous mettez auto-entrepreneur, on vous donne un visa de séjour. Et vous avez le droit de travailler dans tous les pays d'Europe pendant 6 mois. Donc ce que font certains, et ils sont moins bien payés qu'ici. Et l'autre aspect, ça je n'ai pas pu le savoir, parce que je regarde aussi la trésorerie des entreprises, etc. Logiquement, 6 mois en France, ils doivent payer l'URSSAF dans leur pays d'origine. Mais ça, surtout l'Italie avec la mafia, on n'en est pas sûr. Hein. Voilà, donc, et ça se passe aujourd'hui. D'accord. Avant, il y avait les entreprises qui avaient vraiment 50, 60 salariés fixes. Ça oblige aussi d'avoir des comités d'entreprise. Ça oblige d'avoir des comités d'entreprise, des délégués, etc. Là, le fait que c'est un petit, des permanents, une dizaine, et puis le reste, c'est tous des sous-traitants. Donc je conclus sur le thème du chômage. Le thème du chômage va me servir de conclusion vu l'heure. Ce que je veux dire sur le chômage, c'est essentiellement l'idée que les chômeurs, c'est, comment il dit Marx, l'armée industrielle de réserve, le capital. Et voilà. Livre 1, l'armée industrielle de réserve. Donc l'idée c'est que le chômage, que je vais l'exprimer autrement, c'est une construction sociale. Il faut refuser l'idée que
une personne qui est au chômage, ben, c'est bien fait pour elle. Oui, ou elle ne voudrait pas travailler. Ou qu'elle n'a pas envie de travailler. Donc Parce que il c'est faut le refuser, capital qui dit ce- bien qui sûr, se dit il faut refuser cette c'est lui idée-là. qui l'organise. Non, le chômage c'est une construction sociale. On peut toujours me trouver des cas voilà, il y a des cas, on m'en trouve toujours. Non, nous sommes là pour raisonner, réfléchir sur des systèmes, des effets de système, des lois, des rapports de force, voilà, la lutte des classes. Donc c'est ça que nous avons en ligne de mire. Et donc, il y a peut-être quelques dizaines, quelques milliers de personnes, etc., bien sûr, qu'on peut connaître dans notre entourage. Mais ces personnes-là ne peuvent pas contribuer à la description des phénomènes sociaux. Ce sont des individus qui peuvent être, on va dire, en marge pour une raison ou pour une autre, mais ils ne contribuent pas à comprendre la société. Donc, ce qui permet de comprendre la société, c'est l'armée industrielle de réserve, c'est ça qui est une construction sociale, c'est pas les termes. Aujourd'hui, avec Macron, ce qui est scandaleux, déjà, le chômage, c'est nous-mêmes qui le payons sur nos cotisations sociales. On regarde sur le bulletin de salaire, bon, c'est différent dans la fonction publique, mais on a payé. Et auparavant, c'est comme la sécurité sociale, les organisations syndicales avaient un droit de participer au conseil d'administration, tout ça. Aujourd'hui, avec France Emploi, qu'est-ce qui se passe? On a tout regroupé, mais si un chômeur refuse 2 fois un emploi, on le vire. C'est-à-dire qu'il ne touche plus rien. Mais si on vous propose, vous êtes cadre dans une société, on vous dit, ben, vous allez ramasser les poubelles dans l'usine, je veux dire, voilà. C'est là-dessus qu'ils vont dégrader, déconsidérer et pénaliser et responsabiliser le chômeur. En disant, tu nous coûtes et il ne nous coûte pas parce que nous, on paye tous les mois. Bien sûr. Donc la semaine prochaine, c'est ce que j'appelle la séance de synthèse. Donc la séance de synthèse, ce qui rit bêtement, je vais prendre les noms maintenant. La séance de synthèse, donc ce que je souhaite, bon, on va boire, hein. Ouais. Il faudra me le rappeler que oui, on va boire. On va fêter les rois. On va fêter les rois. Et je voudrais qu'on passe un petit moment à échanger sur le futur du séminaire. Je vous présenterai, vous donnerai quelques idées sur les conférences de l'année prochaine et de l'année d'après, et qu'on échange sur les possibilités d'évolution pour 2025-2026. Sinon, ça ce sera mercredi 24 janvier. Mercredi 31 janvier, nous allons poursuivre notre route sur le travail avec le commentaire des manuscrits de 1844. Donc là, le thème, c'est le travail aliéné. C'est un texte extrêmement célèbre de Marx qui n'atteint pas les niveaux de scientificité du capital. Marx n'a pas encore effectué toutes les recherches qu'il effectuera après, c'est vrai, mais qui est extrêmement fin, extrêmement nuancé sur la question de l'aliénation. Il est extrêmement intéressant. Donc ça, ce sera le 31 janvier, et le 8 février, qui est un jeudi, à Garibaldi, le documentaire de Stan Newman sur le temps des ouvriers, la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle. Et demain, voilà, Caillebotte, un peintre impressionniste, un des premiers. Donc on a une conférence sur ce sujet demain. Et le hasard du choix
des Amis de la Liberté, c'est qu'en février, il y aura une exposition sur Caillebotte au musée Chéré. Donc vous voyez, on est à l'avant-garde de plein d'initiatives. Le programme premier semestre 2024 est sorti. Je devais aller chez l'imprimeur aujourd'hui, mais à cause de la pluie, je ne pouvais pas sortir mon vélo. Voilà. Je vous l'aurais proposé, mais on a un programme très, très, très riche et intéressant. Quand est-ce qu'il a lieu l'exposition sur Caillebotte? À Garibaldi, à la maison des associations. Mais l'exposition Musée Chéré. C'est quand? En février. Ou mars peut-être, je ne sais plus. On a dit février. Je crois que c'est Donc, bientôt, mais... Voilà. Allez, Je crois que bonne soirée. Je ne sais pas si c'est pas mars. Bonsoir.